Madame, Messieurs, bonsoir. Heureux de vous retrouver encore ce soir pour ce nouveau numéro de l'émission Décryptage Information, ce magazine qui fait la lecture de l'actualité sociopolitique en République démocratique du Congo. Nous prenons des questions qui retiennent l'actualité, nous mettons ça sur la table et nous tentons d'analyser selon notre feeling d'ailleurs, comme le dit d'ailleurs le slogan de cette émission Décryptage Info, c'est le tempo de l'actu selon notre feeling. Et ce feeling-là, rassurez-vous qu'il ne s'agit pas ici d'une parole d'évangile, ce n'est pas une prophétie et qu'on n'est pas dans une église ici pour que vous répondiez oui et amen, c'est terminé. Non, nous exposons nos réflexions et nos arguments aux intempéries de vos critiques parce que, je l'ai dit, non pas par répétition, mais plutôt par conviction que du choc d'idées jaillit toujours la lumière. Je suis heureux de savoir que vous êtes très nombreux à nous faire confiance et que vous continuez à vous abonner sur notre chaîne YouTube. Je vous en prie de continuer à aimer nos vidéos. Je vous prie de vous abonner très massivement et surtout de partager nos vidéos telles que vous les faites. Ça nous fait énormément plaisir et ça nous fait chaud au cœur tout en sachant que nous sommes véritablement dans vos cœurs. Madame, Messieurs, ce soir, vous le savez, l'actualité reste dominée en RDC par le procès de M. Vital Kamerhe. Le directeur de cabinet de Félix-Antoine Tshisekedi était pour la 4e fois devant son juge naturel dans l'affaire qui l'oppose au ministère public sur les détournements des deniers publics dans l'affaire des 15 jours concernant son volet de fabrication des maisons préfabriquées avec M. Djamal et Mouima. Cette 4e audition était en direct à la télévision pendant plus de 11 heures. Les Congolais ont tout arrêté pour suivre ce procès qui commence déjà à appeler le procès du siècle. Et le 11, donc le jeudi prochain, le tribunal a décidé d'ouvrir le plaidoirie au fin de prendre l'affaire en délibéré pour rendre le verdict dans le délai légal. Aujourd'hui, on reviendra donc sur ce procès. On tentera d'analyser la 4e audition, où c'était une audition des témoins. On en a vu beaucoup défiler, les anciens officiels, les officiels, les membres des familles, les amis, et les collègues des services sont donc passés. Mais les gars, parlons du procès Vital Kamerhe. J'ai constaté, avant d'aller dans le fond de cette affaire, que les dépositions des témoins pour la 4e audience a démontré 2 choses. Les dépositions démontrent une sorte de légèreté qui règne aujourd'hui dans la gestion de la chose publique. En suivant les témoins dans le procès de Vital Kamerhe, j'ai eu mal d'être congolais. J'ai eu des larmes et j'ai vu mon cœur battre la chamade par le simple fait que je suis congolais. D'entrée des jeux, avant d'entrer en profondeur sur ce qui a été dit, sur ce qui a été fait, les dépositions des témoins ont démontré la confusion qui règne en ce moment à la présidence de la République. Le président de la République, première institution de la République démocratique du Congo, a un groupe important, payé par le trésor public, payé par l'argent du contribuable congolais pour aider le numéro 1 du pays à rendre service à la nation. Mais le procès de Vital Kamerhe nous a démontré que ce qui se passe dans le bureau du président de la République est inacceptable. Il a été clairement démontré au regard des dépositions de cette 4e audience qu'aujourd'hui la présidence de la République est une structure qui n'est pas homogène. Je n'ai pas été surpris parce que pour ceux qui sont habitués à me suivre, je l'ai toujours dénoncé. Je me suis toujours posé des questions sur la léthargie qui règne en ce moment au niveau du président de la République. Ce cabinet est décrié par tout le monde. Tout le monde dit que c'est un cabinet où il n'y a pas de cohésion. C'est un cabinet qui ne fonctionne pas correctement. Et aujourd'hui, les dépositions des témoins ont démontré effectivement
qui a des problèmes au sein du cabinet du président de la République. Vous avez à la tête du cabinet deux têtes, une sorte de bicéphalisme. D'un côté, vous avez les pro-Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Là aussi, il y a quelques problèmes parce que dans les poches du président de la République, vous avez la diaspora, des gens qui ont vécu avec notre président de la République pendant longtemps en Europe. Et de l'autre côté, vous avez les combattants de l'UDPS qui, eux, pensent que c'est leur pouvoir. Ils se sont battus ici pour avoir ces pouvoirs. Ils ont le droit de citer par rapport à ce pouvoir. Ça, c'est le premier cas. De l'autre côté, vous avez un autre cas des proches de M. Vital Kamerhe. On se rend compte que la présidence a plutôt été un cocktail où chacun a amené ses hommes, chacun a amené ses intérêts, chacun a amené sa culture. Et jusqu'aujourd'hui, ils ont du mal à se fondre dans une sorte de moule pour permettre au président de la République de faire un bon travail. Regardez la déposition du conseiller principal du président de la République en matière d'économie et de finances. Vous avez l'impression que la présidence, à entendre le fameux conseiller principal, est une pétaudière. J'ai eu froid au dos, j'avais la chair de poule lorsque ce monsieur a pris la parole pour déposer devant le tribunal. Il est venu pour régler des comptes à un adversaire avec lequel il travaille. Quand il dit qu'il ne rend que de compte au président de la République, lorsque tu suis l'échange musclé qu'il a eu avec Vital Kamerhe, qui lui pose la question de dire combien de nos techniques a-t-il déjà produit? Et l'homme qui reprend la parole dans une arrogance exagérée, il dit, j'ai un diplôme de Genève où on n'achète pas de diplôme. J'épilogue sur cette petite phrase. Ça veut dire que moi, je viens des écoles de bonne réputation où on étudie, pas dans vos universités de merde, ici à Kinshasa ou au Congo, où on négocie les diplômes et les points. Il dit peut-être vrai, parce que tout le monde sait que notre système éducatif a des problèmes, on ne doit pas se leurrer. Tout le monde sait qu'ici, il y a des systèmes de branchement à l'université. Pour passer, il faut qu'on vous branche. Tout le monde ici qui est dans la course pour la diplomanie, les gens mettent plus d'action à avoir des diplômes plutôt qu'à être diplômés. Nous avons des gens qui sont détenteurs de diplômes qui n'arrivent pas à défendre. Notre système éducatif est malade. Mais de la part d'un officiel, monsieur le conseiller principal, ça fait 2 ans que vous êtes là, vous accompagnez Félix-Antoine Tshisekedi. Vous avez trouvé cette situation où les diplômes sont achetés. Qu'avez-vous fait, messieurs? Une chose est de tirer des constats, une autre année, de pouvoir remédier à ces constats désastreux, surtout lorsqu'on est détenteur d'un mandat public et que l'on est payé par le trésor public. Est-ce normal qu'un conseiller principal du président de la République vienne cracher sur les universités en direct et en public? Est-ce normal qu'un conseiller principal vienne déposer devant les caméras du monde entier pour démontrer que la présidence de la République est une sorte de cour du roi Péton aujourd'hui? Lorsque j'ai suivi le procès Vital Kamerhe dans sa 4e audience, c'est vrai que moi, personnellement, je commençais déjà à être dubitatif quant à l'issue de ces régimes. Dubitatif d'abord à cause de ce mariage contre nature qu'ils ont conclu avec Kabila, qui, à mon point de vue, ne permettra jamais au Congo de pouvoir décoller. Mais lorsque j'ai suivi les dépositions, j'ai fondu en larmes en me disant, que peut-il sortir de bon dans un cabinet qui travaille dans ces conditions? Que pouvons-nous attendre des hommes et des femmes qui travaillent dans ces conditions? Ils travaillent avec la première institution de la République, payés gracieusement. Vous entendez ici, ils ont des primes de 30 000 $ américains.
Le procès l'a démontré. Des gens qui travaillent dans ces conditions-là, qu'est-ce qu'ils peuvent amener à la République? Je suis encore devenu très dubitatif. Et je me suis dit, pauvre Congo, qui te délivrera? Ce soir-là, quand je suis rentré dans ma chambre, j'ai dit, Seigneur, aide ce pays. Des choses qui font mal, qui font trembler mon être intérieur, que j'ai entendu, je me suis dit, c'est terrible. En cette période où l'école du peuple d'abord dirige le pays, nous avons vu dans ce procès que les gens peuvent prendre l'argent de la République. Plus d'1,3 million américains. Le comptable de la présidence de la République peut aller retirer cet argent et aller donner ça à une personne dans sa villa. Mbongo à l'État et bimi na caisse à l'État na banque. Quelqu'un se pointe et dit Pesanga Mbongo yo. Il dit monsieur, ce n'est pas libellez-vous. Il appelle le directeur de cabinet dit donnez-le lui. Les deux hommes vont se suivre comme s'ils étaient de la mafia sicilienne jusqu'à Bellevue dans la résidence de la personne. Là-bas, ils vont prendre notre argent, ils vont commencer à compter, ils vont... C'est ahurissant, les gars. C'est ahurissant. Même à l'époque du régime de Kabila de triste mémoire, ce que nous avons entendu au cours de ce procès, nous ne l'avons jamais entendu. Ça fait froid au dos. Nous avons entendu dans ces procès-là que pour gagner de l'argent dans la maison préfabriquée, la présidence de la République, via les directeurs de cabinet, a ordonné à la Banque centrale, loin de respecter la chaîne de dépenses, de sortir de l'argent. Et les 57 millions de dollars américains, selon la déposition du ministre des Finances, seraient sortis des réserves d'échange à la Banque centrale. C'est très grave, les gars. La Banque centrale n'ayant pas de liquidité, Vital Kamerhe Lwakaningi Kingi a décidé de toucher, selon ce que le ministre des Finances a dit, aux réserves d'échange à la Banque centrale. Quelle urgence y avait-il avec cette histoire des maisons préfabriquées, sinon l'urgence de gagner de l'argent et de se faire des millions? Les gars, ils sont allés prendre dans les réserves d'échange de la Banque centrale 57 millions pour donner à ces Jamal. Aujourd'hui, les dollars se négocient à 20. Les prix des denrées alimentaires sur le marché ont flambé. Mais vous voulez quoi? Avec un système comme ça, installé au sommet de l'État, où les gens peuvent décider comme ça d'aller prendre, toucher dans des réserves d'échange de l'État à la Banque centrale. Non pas pour payer les militaires qui souffrent à Béni. Non pas parce qu'il y a une catastrophe à Kavumu ou ailleurs. Non. Mais pour satisfaire la boulimie et la soif, les appétits gloutons d'un petit groupe assoiffés de se faire énormément d'argent. C'est terrible, les amis. J'ai eu des larmes aux yeux, j'ai dit, mon pays, où allons-nous? Où allons-nous? Même Kabila n'a pas fait ce que j'ai entendu. Je ne dis pas qu'il est saint lui aussi, il a fait beaucoup de choses dans son régime. Mais lorsqu'on est Congolais, lorsqu'on aime ce pays, lorsqu'on a un brin d'amour pour ce pays, et entendre ce que nous avons entendu la dernière fois, on s'agenouille puis on dit, bon Dieu, ce n'est pas possible. Donc en clair, le procès nous a démontré, le désordre, la confusion qui entoure la présidence de la République aujourd'hui. Ou lorsque vous allez gratter un peu plus en profondeur, vous avez même l'impression que deux groupes ethniques s'opposent aujourd'hui autour du président de la République. Au-delà des groupes idéologiques, entre les Diassa, les gens de la diaspora,
les combattants de l'UDPS et de l'autre côté, les affiliés de M. Kamere, vous avez même l'impression que c'est deux groupes ethniques qui s'opposent aujourd'hui à la présidence de la République. Lorsque vous suivez le procès lors de sa dernière comparution, de sa dernière audience, vous vous rendez compte de comment les règles, les principes sont maltraités. Vous vous rendez compte de comment le régime a foulé aux pieds les principes de gestion d'un État moderne. Vous vous rendez compte que on est dans tout sauf dans un État organisé ici. Pauvre Congo, qui te sauvera, qui te délivrera? Plein d'églises, plein de pasteurs, qui eux aussi font des aventures. Mais dans le fond, on ne voit rien et on se demande qui peut sauver ce pays. Donc, vous avez suivi ce procès d'emblée, c'est ces deux constats-là qui sautent aux yeux. C'est triste, mais c'est comme ça. Sans anticiper les conclusions du juge, je voudrais tirer quelques conclusions sur le plan juridique de ce que moi j'ai suivi personnellement. Il ressort clairement, au terme de cette quatrième audience, que M. Vital Kamerhe et les gens qui sont poursuivis dans cette affaire ont sorti 57 millions de dollars américains. Le conseiller parle même de 66 millions. Et j'ai lu sur Internet qu'on a dit qu'effectivement, c'était 66 millions. Les 7 millions, là, les gens se l'ont partagé comme si c'était des commissions. La République démocratique du Congo a sorti 57 millions de dollars pour les maisons préfabriquées sur base d'aucun contrat. M. Kamere, pendant son procès, s'est organisé pour nous démontrer que les 57 millions étaient couverts par le contrat signé en 2018 par M. Bitakwira, à l'époque ministre du Développement Rural. C'est que Bitakwira a suffisamment démontré que c'était faux. Et d'ailleurs, Kamere a été enterré dans cette hypothèse-là par le directeur général de la DGSMP, la Direction générale des contrôles des marchés publics, qui lui démontre qu'aucun avenant n'a été signé dans ce contrat-là et aucun autre contrat n'a été signé. D'ailleurs, je vais retrouver certains de ces mots. Il dit, ce marché conclu entre la République et payé cash en avance n'est pas couvert par un contrat signé entre la République et un prestataire privé. Ça, ce sont les propos du directeur général de la direction de contrôle des passations des marchés publics. Ça veut dire qu'on se retrouve dans une situation où un individu, parce qu'il est directeur de cabinet, parce qu'il est ministre, parce qu'il a une certaine influence due à sa position au niveau des institutions de l'État, il décide comme ça de faire sortir 57 millions de dollars américains sans aucun contrat. C'est clair que ce que Kamere nous dit depuis longtemps sur le contrat, en disant que ce qui s'est passé, c'est le contrat qui avait été signé par Bitakwira. C'est faux. L'audience a démontré que la République n'a pas signé de contrat avec M. Djabal. Même dans l'hypothèse selon laquelle il s'agissait d'un avenant selon M. Vital Kamerhe. Mais l'avenant aurait été signé, si je dois rester dans cette hypothèse, au mois d'avril 2019, alors que l'argent était sorti au mois de mars. Comment Vital Kamerhe peut-il justifier que la République puisse sortir l'argent, 57 millions de dollars, à donner à un prestataire privé, bien avant la signature de l'avenant? Lorsqu'on lui pose cette question, il dit « Je ne suis pas de la chaîne des dépenses ». Ça démontre tout simplement le regard de la légèreté avec laquelle la République est gérée. Ça démontre que nous sommes dans une république de gangsters, où un homme peut user de ses positions, lui conférer par le mandat qu'il occupe, et décider comme ça de brûler des marchés sûrs. Les règles et les principes. Aucun contrat n'existe établissant
les rapports entre les deux parties contractantes, donc la République et M. Djamal. Mais malgré ça, 57 millions de dollars sont sortis. C'est clair. M. Kamere s'est tué à nous expliquer que cet argent-là, c'était de l'argent issu d'un contrat que M. Bitakwira a signé en 2018. Bitakwira a dit qu'il n'a jamais signé le contrat pour 57 millions de dollars. Et ce contrat-là, cet argument a été balayé par le directeur général de la DGSMP qui dit qu'aucun contrat n'a été signé et aucun avenant n'a été signé. Bandeko. Pendant que pour le Corona, le Congo est incapable de sortir 5 millions de dollars, à Beni et à Butembo, les militaires sont en train de mourir. Nos policiers sont payés 4 000, 40 000 francs. Ils n'ont pas de rations. Regardez les tenues de nos policiers. Ils sont réduits à quémander à la route ici, à triander la population pour nouer les deux bouts du mois. Au-dessus de ces gens-là, nous avons des inconscients, des hommes qui n'ont aucun amour pour ce pays, des hommes qui en réalité ne nous aiment pas, qui se foutent de notre gueule, qui peuvent se réveiller un matin, ordonner que 57 millions de dollars américains le gars sortent du trésor public sur base d'aucun contrat et sur base d'aucun avenant. Pauvre Congo, qu'as-tu fait au bon Dieu pour mériter des hommes politiques aussi irrationnels, aussi irresponsables? Mon pays, qu'avons-nous fait au bon Dieu pour avoir des dirigeants comme ça, au-delà de tout aussi, même un peuple aussi amorphe? Je dis que toute personne qui a un petit brin d'amour pour ce pays, qui a suivi ce procès, a certainement eu des larmes et aux yeux et dans son cœur comme moi. Premier élément qu'il faut noter, concernant le procès, 57 millions de dollars américains étaient sortis sans aucun avenant, sans aucun contrat. Nous sommes dans un pays de médiocres. Comme le disait Monseigneur Mosengo. Nous sommes dans un pays des inconscients, comme le disait Moutinga. J'ajoute que nous sommes dans un pays de gangsters, où quelqu'un, peut-être comme un chef de gang, il décide comme ça 5 contrats, sans avenant, il dit, Banque centrale, sortez 57 millions de dollars. Il n'y a pas d'argent, et la banque, et les autres vont aller puiser dans le réserve, en échange, à la Banque centrale, pour payer une affaire qui n'a pas de contrat, qui n'a pas d'avenant. Premier élément. Donc, Kamere a fait perdre à la République 57 millions de dollars américains qui sont sortis sur base d'aucun contrat. Il veut se cabrer sur cette affaire d'avenant et il a été clairement démontré qu'il n'y a pas eu d'avenant. J'ai dit que cette 4e audition a démontré qu'à la République, au niveau de la présidence de la République, ça commence à ressembler de plus en plus à la cour du roi Péto, où vous avez des intérêts divergents qui se rentrent dedans, où vous n'avez aucune cohésion, aucune homogénéité dans le travail. Regardez une autre preuve de cette situation des choses. Vous avez 2 catégories de personnes de la présidence, des conseillers, des soi-disant experts, qui ont déposé. Seuls alors, les conseillers proches de Vital Kamere ont reconnu qu'il y avait une équipe de supervision. Parmi ces conseillers-là, vous avez même un de ses propres frères, un certain Kamere, qui a déposé en nous expliquant que c'est vrai qu'il y avait une équipe de supervision, c'est vrai qu'il y avait un groupe d'experts, et il dit même que Ousmane SRL, une des sociétés de bourse des sociétés de M. Djamal, était passée à la commission, mais il oublie le jour. Il oublie la personne qui a représenté la société Ousmane SRL. Il oublie les collègues avec lesquels il était le jour de cette comparution ou de ce passage de la société Ousmane SRL. En clair, c'est une histoire floue où vous avez d'un côté les proches de Kamere, ses frères, parce que la plupart sont de Walungu, sont de ceci, ou ses frères politiques de l'UNC qui viennent dans l'intention de laver leur leader. Et de l'autre côté, vous avez des frustrés de l'UDPS. Vous avez le frustré du président de la République
ses amis de la diaspora, qui eux boivent du noir avec le régime de Caméré à la présidence et qui viennent pour couler l'homme, pour en découdre avec M. Vital Caméré. Regardez ce qui se passe. Vous avez un cousin de M. Caméré. Je rappelle ici que le fameux Daniel Massaro, qui avait une montagne d'argent, qui faisait utiliser à son enfant et l'enfant jouait comme au football, simple agent à la Société Nationale d'Assurance, la SONAS. Et vous avez ce Daniel Massaro-là, qui dit qu'il a acheté une parcelle chez M. Jamal et une autre portion de plus de 100 000 $ pour la fille de Mme Amida Chatur, belle-fille de Vital Caméré et Soraya. Massaro qui est marié, Massaro qui a des enfants, dit que le premier nom qui m'est passé par la tête, c'est le nom de Soraya. Et il présente même des excuses en disant que Soraya n'était pas au courant de ça. Et lorsqu'on appelle le conservateur de titres immobiliers, il produit les preuves que Massaro a même amené les identités au complet de mademoiselle Soraya. On commence clairement à se dire que pour avoir ce marché-là, on peut parler de la prévention de corruption. Au regard de ces deux faits, on a l'impression que M. Jamal a donné des propriétés privées à M. Vital Caméré via ses proches pour obtenir de ce marché-là. Donc là, on est clairement en pleine prévention de corruption pour obtenir ce marché. Et on verra ce que le juge en dira. J'ai été aussi surpris par le montant record de cadeaux que M. Vital Caméré a reçu lors de son mariage. Il y a des gens qui ont de l'argent dans ce pays. Amida Chatur, la femme de Vital Caméré, nous a dit qu'il a reçu des cadeaux de plus de 800 000 $ américains lors de son mariage. 800 000 $ américains. Le gars, on dit qu'ils ont gagné plus de 800 000 $ américains parce qu'on a vu le compte de Mme Caméré être approvisionné en des milliers de dollars. Après cette histoire rocambolesque qui est floue, des maisons préfabriquées pour laquelle M. Vital Caméré, Jamal et les autres sont aujourd'hui poursuivis devant les tribunaux ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. En clair, ce qu'il faut retenir est que la première des choses que la 4e audience de ce procès nous démontre est que l'institution président de la République est entourée par des personnes qui n'ont pas les mêmes intérêts, qui visiblement ne mettent pas l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de leurs propres intérêts égoïstes. Que la présidence de la République peut aujourd'hui donner l'impression d'être une sorte de cour du roi Péto, où les intérêts des uns et des autres sont divergents et ne foncent pas vers la même direction. Vous avez d'un côté les proches de Félix Antoine Tshisekedi, les Congolais de la diaspora, les combattants de première heure de l'UDPS, et de l'autre, vous avez aussi les camps Vital Caméré. En réalité, si les gens sont sérieux avec eux-mêmes, pour donner un nouvel élan à M. Félix Antoine Tshisekedi, il faut que M. Caméré se retire et retire ses hommes de la présidence de la République. Quelqu'un m'a même dit qu'en réalité, il doit aller même au-delà. Retirer aussi les gens au gouvernement. Parce qu'on a l'impression que s'ils restent au gouvernement aujourd'hui, soit ça sera par hypocrisie, parce qu'ils n'ont plus le cœur à l'œuvre. Parce que ces procès démontrent effectivement qu'ils commencent à avoir scission entre les partenaires du cash. Ou alors ça sera par trahison contre M. Vital Caméré, mais aussi et surtout, ils vont rester là par hypocrisie à M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et ce procès a démontré que le Congo a perdu de l'argent.
Lorsque vous suivez par exemple M. Djamal, dans ce qu'il a fait de cet argent, vous allez vous rendre compte que monsieur n'a dépensé que 7 millions de dollars américains, je crois. Monsieur n'a dépensé que 7 millions de dollars américains. Parce qu'en réalité, il prend 57 millions. Déjà, il le sort le tout en cash de la banque. Ce qui peut déjà ressembler à une opération de blanchiment d'argent. Vous prenez l'argent qui passe par la banque, vous retirez le tout. Il prend 5 millions qu'il envoie en Turquie, selon les bons de commande. Alors qu'il nous dit que les maisons coûtaient 57 millions. Le reste, 10, il envoie au Liban. Tel, il envoie à son enfant. Et l'argent se dilapide comme ça. Aujourd'hui, sur les 1500 maisons que M. Djamal devait nous planter dans le cadre de ce projet, il y a seulement 211 maisons, sans carreaux, sans finition, qui ont été plantées au camp Tchachi, ici à Kinshasa. Le procès Kamere démontre la légèreté, l'amateurisme, le manque de rigueur, le manque de respect des principes et des lois qui caractérisent la gestion de la République aujourd'hui. Un individu peut se réveiller parce qu'il est directeur de cabinet du président de la République, influer pour que 57 millions de dollars américains sortent des caisses de l'État sans aucun contrat, sans aucun avenant. Ça veut tout simplement dire que le Congo n'est pas sorti de l'auberge. Là où je suis heureux et je peux m'incliner sur ce régime de Félix Antoine Tshisekedi, c'est au moins là, il y a procès. Ces mêmes situations, nous les avons vécues avec Kabila. 200 millions Bukanga Lonzo. Affaire Jekamine. Affaire Passeport Gate. Aujourd'hui, on parle de 555 millions de dollars américains pour l'aérogare de l'aéroport de Njili, où on est allé prendre de l'argent chez Exim Bank, la banque chinoise. Monsieur le Président de la République, avec de telles sommes qui donnent des vertiges, je pense qu'il est temps que vous puissiez revoir un peu votre déclaration sur le fait que vous n'allez pas fouiller au passé. Lorsqu'un passé a décidé délibérément et méchamment de pouvoir enterrer les espoirs, l'avenir d'un peuple, du pays que vous dirigez, logiquement, Monsieur le Président de la République, vous ne pouvez pas dire que vous n'allez pas fouiller au passé. Même si après les gens de Félix se sont défendus en disant il n'est pas la justice. Mais lorsque le président de la République, au nom de qui les décisions judiciaires sont exécutées, dit une telle chose, je l'ai dit qu'il a accordé une caution morale d'impunité à Kabila et à tous ses hommes. Mais là où je tire mon chapeau au président de la République, c'est qu'ici au moins nous avons un procès. Ici au moins un directeur de cabinet, et pas le moindre, Vital Kamerhe, allié du président avec lequel il a signé le contrat et il a battu campagne, se retrouve en prison. Et nous pensons que sans influence extérieure, la justice va faire son travail pour élucider ce problème et surtout punir les coupables, si coupables il y en a dans cette affaire. Mesdames, Messieurs, j'ai été heureux de vous présenter cette émission et j'espère très sincèrement vous retrouver lors d'un prochain numéro avec le même plaisir. Aimons ce pays qui est le seul bien que les ancêtres nous ont légué, nous et nos générations futures. Pensez à ce pays, portez votre pierre de contribution pour son érection et son développement. Portez-vous bien et prenez très bien soin de vous, car chaque jour compte et chaque jour est une vie. Bonsoir et bonne suite des programmes chez vous.